Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là aujourd'hui pour notre panel Construisons l'inclusion, perspectives sur l'environnement bâti pour les personnes autistes. Je m'appelle Kouroumeiram et je suis Kouroumeiram Baro et je suis membre du comité d'engagement à la communauté du réseau pour transformer les soins en autisme qui organise cet événement. Et je serai l'une des modératrices de cet après-midi. Hello, everyone. We are thrilled to have you here today for our event, Creating Inclusive Spaces, Perspectives on the Built Environment for Autistic Individuals. My name is Aparna Nadik. I am chair of the TAC Community Engagement Committee, where we have been organizing this event since last fall. I'll be one of your moderators this afternoon. Nous débuterons cet après-midi par des mots d'ouverture, puis vers 14h35, nous aurons des présentations des panélistes pendant 50 minutes. Ensuite, une période de questions-réponses entre les panélistes et nous tous se tiendra jusque vers 16h30. Après cette période de questions-réponses, il y aura la possibilité de visiter certains des espaces du centre, si vous le souhaitez. Et enfin, aura lieu la réception où vous découvrirez des maquettes réalisées par des étudiants en aménagement de l'espace et durant laquelle vous pourrez manger, boire et échanger avec d'autres. Cette réception se tiendra jusqu'à 18h et clôturera notre événement d'aujourd'hui. We're going to start the afternoon with some opening remarks. Then around 2:35, we'll have the panelist presentations for 50 minutes. This will be followed by a question and answer period until 4:30. After the question and answer period, there will be the opportunity to visit some parts of the school. We'll make an announcement for those interested. Finally, we'll have a reception until 6 p.m. where you'll be able to see models created by design students and eat, drink, and socialize with others. Avant de commencer les mots d'ouverture, nous vous informons de quelques petites choses. Nous prendrons des photos et des vidéos lors de l'événement que nous diffuserons sur les réseaux sociaux. Donc, merci d'aviser le photographe qui se trouve... si vous ne souhaitez pas apparaître, la photographe, si vous ne souhaitez pas apparaître sur les photos. Un espace calme vous est mis à disposition proche, donc il y a 2 salles, le vestiaire et l'espace calme, où vous pourrez aller pour recharger vos batteries dans le calme au besoin. On vous encourage à applaudir silencieusement par considération pour les sensibilités sensorielles. Vous pourrez applaudir comme ça. Et enfin, vous recevrez après cet événement un sondage sur votre satisfaction et vos retours seraient très appréciés. Désolé pour le son. On va essayer comme ça, les deux marchent ensemble. Okay, so some housekeeping points. We'll be taking photos and videos of the event, which will be posted on social networks. So please notify the photographer in the back if you do not wish to appear in any photos. There is a quiet area available near the coat room, indicated by a sign on the door. You can recharge your batteries there and find some calm if you need to. When you applaud, please do so silently, like this, out of consideration for sensory sensitivities. And though the event will take place predominantly in French, questions and comments are welcome in English or French, and we are here to make sure everyone's understood. We have a number of moderators here on site to help with that. And finally, you will receive a survey on your satisfaction of the event, and your feedback will be greatly appreciated. Maintenant, nous allons pouvoir commencer. Nous allons tout d'abord donner la parole à Thomas Henderson, directeur général d'APA de Géant, et ensuite à Mélanie Couture, la co-directrice du réseau pour transformer les soins en autisme. Now we turn the floor over to Thomas Henderson, Interim Director of Giant Steps, and Mélanie Couture, Co-Director of the Transforming Autism Care Consortium, for some opening remarks. Vous m'entendez bien? OK. Donc, je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cet événement et de pouvoir le co-organiser avec le Réseau pour transformer les soins en autisme sur un sujet qui m'inspire, qui depuis quelques années déjà, avec le projet de construction de cette centre, qui m'inspire beaucoup, ce qui est la conception ou le design neuro-inclusif.
I'm really excited to be with you today to be talking about neuro-inclusive design and purpose-built environments for the autism community, et to be able to do that with our partners at the Transforming Autism Care Consortium. Donc, je veux commencer en reconnaissant que les institutions ayant collaboré à la réalisation de cet événement sont situées sur les territoires autochtones qui n'ont jamais été cédés. La nation Kanien'kehá:ka est reconnue comme étant les gardiennes des terres et des eaux de Tiohtià:ke, Montréal, qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange pour de nombreuses Premières Nations. Donc, nous souhaitons aussi reconnaître les forts liens qui unissent la nation Anishinaabe à ce territoire. I want to start by acknowledging and recognizing that we're on unceded Indigenous land and that the Kanien'kehá:ka Nation are the traditional stewards of the lands and waters of Tiohtià:ke, what we now call Montreal. And also to recognize that there are strong links with the Anishinaabe Nation to this land as well. Donc, en fait, pour mes mots, ce que je veux vous dire surtout, c'est en fait un petit peu de l'histoire de comment on est rendu, en fait, d'où on est commencé avec une petite étincelle d'une idée de peut-être construire quelque chose de nouveau, de peut-être modifier notre ancien bâtiment. Et qu'est-ce qui nous a amené, en fait, à être ici, dans ce bâtiment où on se trouve aujourd'hui. En fait, le voyage un petit peu de cette étincelle vers vraiment des rêves. Comme ça, c'est mieux? Oh yeah? OK. Donc, c'est ça. Je veux vous parler en fait de l'histoire, de comment on est rendu ici aujourd'hui et le processus qui nous a amené à être avec vous dans ce bâtiment qui est assez spécial, je crois, par rapport à la conception du bâtiment. On a passé énormément de temps de travailler avec les professionnels, de faire de la recherche sur la conception neuro-inclusive, ce qui nous amène à être dans ce bâtiment qui est assez particulier au niveau de la conception. Même le salle dans lequel on se trouve aujourd'hui, donc un gymnase. Normalement, jour à jour, c'est un gymnase pour nos jeunes, mais vous allez reconnaître déjà que la façon dont le son circule dans l'espace est assez particulière. Même chose au niveau de l'éclairage, les lumières, la lumière naturelle, etc. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça. Donc, où on a commencé, ça fait 9-10 ans déjà qu'on savait, on était dans un ancien bâtiment à Notre-Dame-de-Grâce. Il était, on n'avait pas assez de pieds carrés d'espace, donc il fallait plus d'espace. On savait déjà que le bâtiment, les espaces étaient mal adaptés pour notre communauté. Donc ça, c'était clair aussi depuis le début, mais on savait aussi qu'on voulait faire plus. Donc on savait qu'il y avait des secteurs où il fallait élargir les services qu'on voulait offrir. Donc, on a pensé en fait faire une extension sur le bâtiment. Ensuite, on a commencé à regarder les bâtiments existants pour voir si on pouvait acheter quelque chose. On avait peut-être un projet de 4 millions de dollars en tête. Et finalement, ce qui était le plus important pour nous, c'était premièrement de faire une période de consultation approfondie avec la communauté. Donc, on a vraiment pris le temps pour parler avec la communauté autiste, des personnes autistes et d'autres acteurs qui nous a amenés à réaliser qu'on avait une opportunité devant nous pour rêver beaucoup plus grand. Alors, aussi au niveau de la conception d'un type d'espace ou un type de bâtiment qu'on pouvait construire, we allowed ourselves to dream really, really big. Donc, on a enlevé toute la question d'argent, de budget, on a enlevé toutes les possibles barrières et on a rêvé pendant une période de 1 an et demi, 2 ans. Et on a aussi consulté beaucoup. On a parlé avec nos élèves, on a parlé avec nos professionnels, on a parlé avec les parents et d'autres acteurs pour y arriver avec, premièrement, une conception d'une offre de service. Donc, les services qu'on voulait offrir dans le bâtiment. Parce que ça, c'était le plus important. Qu'est-ce qu'on fait, c'est le plus important. Mais par la suite, ça nous a permis de vraiment comprendre qu'est-ce qu'on pouvait bâtir comme un édifice. Et par la suite, on a trouvé le terrain ici sur le territoire de Société de développement Angus, ce qui était aussi clé parce que si on n'a pas pu rencontrer les professionnels, les partenaires avec qui on a travaillé, on n'aura jamais eu cet merveilleux bâtiment. Donc, la Société inclusive nous a présenté aussi avec une firme d'architecture provençaloise, spécifiquement Sonia Gagné, que vous allez entendre aujourd'hui, mais aussi d'autres membres de la communauté qui sont aussi venus ensemble pour faire la conception de ce bâtiment dès le début, tout ensemble. Donc, conseil d'administration, élèves, parents, tout le monde ensemble.
au niveau de la conception même. Donc, à chaque phase de conception, on retournait voir nos profs, nos élèves, pour poser des questions, pour mieux comprendre. Mais ce que je peux dire aussi sur le processus de conception de ce bâtiment, c'était la relation qu'on avait avec le firme d'architecture et aussi pour la conception du cours d'école avec le paysagiste qui a fait la conception de la cour d'école. C'était d'avoir une relation d'écoute. Bon, ça a changé ma vie, en fait, professionnellement, de pouvoir travailler avec quelqu'un comme Sonia qui a écouté nos demandes. On savait qu'il fallait adapter l'espace pour ce qui est l'environnement sensoriel. Donc, on donnait des idées sur les besoins en termes d'aider, faciliter les transitions dans les espaces, d'un espace à un autre. On savait déjà qu'on voulait avoir des opportunités pour le mouvement, pour la retraite aussi, bon, les meubles. On avait des idées, mais c'était l'écoute des personnes qui faisaient la conception qui a pu prendre toutes ces idées, ces concepts, ces besoins et les transformer dans un vrai bâtiment. Et en fait, ils ont pu faire des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer en termes de résultats. Donc, ils ont pu prendre vraiment les besoins réels de notre population, nos jeunes, et le transformer dans quelque chose un bâtiment qui était, donc, pour lequel on est extrêmement fiers. Donc, je veux vraiment reconnaître le travail de Sonia Gagné et aussi Andrew Harvey qui a fait la conception du cours d'école. Je pense que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait plusieurs gens qui voulaient déjà sortir dans la cour. Donc, après, vous allez pouvoir aller jouer dans le cours d'école, mais voilà. C'est vraiment, comme j'ai dit, c'est une relation de travail ensemble avec la communauté. La conception neuro-inclusive, c'est pas comme, bon, on faisait de la recherche, il y avait un chercheur en Égypte, Magda Mostafa, qui a fait des travaux, il y avait des équipes locales, Virginie Lassalle, qui est avec nous aussi aujourd'hui, avec qui on a parlé. On commençait à explorer qu'est-ce qui était possible, mais il fallait vraiment, en fait, faire de la consultation, parler avec la communauté pour laquelle on allait construire, parce que c'est vraiment, c'est pas comme l'accessibilité physique pour les personnes avec d'autres types de handicap, où on peut suivre les indices et faire quelque chose qui fait du sens. Il fallait être beaucoup plus en conversation avec la communauté et on va continuer de le faire parce que c'est pas seulement le bâtiment, mais c'est qu'est-ce qu'on fait dedans. Même chose qu'on travaille avec des partenaires, on travaille avec beaucoup de gens dans la communauté au niveau de l'expérience client, par exemple pour les Canadiens de Montréal, les groupes avec qui on travaille, parce que c'est pas seulement les espaces, mais qu'est-ce qu'on fait dedans et comment est-ce qu'on pourrait adapter ce qu'on fait à l'intérieur des espaces qui sont construits. Donc sur ça, j'aimerais céder la parole à Mélanie. Merci beaucoup et bienvenue dans le bâtiment et il me fait plaisir de vous montrer les espaces plus tard quand il y a du temps. Donc, bonjour à tous. Mélanie Couture, co-directrice du Réseau pour transformer les soins en autisme avec Mayada El-Saba. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui pour notre deuxième événement du Festival de l'autisme. Donc, le Réseau pour transformer les soins en autisme, en anglais, le Transforming Autism Care Consortium. Donc, on est vraiment ravis d'être en partenariat avec l'École Apache-Géant pour avoir cette belle activité aujourd'hui. Donc, notre mission, qu'est-ce que ça vient faire le RTSA ou le réseau? C'est un réseau de chercheurs qui vise vraiment à se mobiliser, à travailler ensemble. Et mobiliser qui? Mais en fait, tous les membres de la communauté. Historiquement, les chercheurs, on était reconnus pour avoir des bien belles idées, mais de travailler assez en silo, à faire nos choses de notre côté. Et ce que ça demande la recherche en 2024, qu'est-ce que ça demande la recherche pour travailler avec les personnes autistes, mais il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Donc, la visée du RTSA, c'est vraiment d'avoir des événements comme aujourd'hui pour créer des moments de rapprochement, vraiment nous assurer que, comme chercheurs, nos projets de recherche soient pertinents, soient ancrés dans les priorités de la communauté et qu'on ait vraiment des événements comme ceux-ci pour se co-fertiliser, pour pouvoir s'engager, pour pouvoir discuter, pour pouvoir vraiment comprendre les besoins de la communauté, puis faire en sorte que nos projets soient pertinents, soient signifiants, mais qu'il y ait aussi un impact réel dans la communauté, puisque la mission de ce qu'on vise, le réseau de transformer les soins, c'est d'améliorer la qualité de vie de toutes les parties prenantes autour de la communauté des personnes autistes. Donc oui, la qualité de vie des personnes autistes, mais aussi de leurs familles, des intervenants qui travaillent avec eux également. Donc on est vraiment ravis de pouvoir avoir un événement comme aujourd'hui pour faciliter ce genre d'échange-là. Récemment, on a été très heureux d'apprendre qu'on était parmi une grande compétition de réseaux de recherche. Le Fonds de recherche en santé du Québec nous a octroyé 7,2 millions de dollars pour les 8 prochaines années
Absolument. J'en ai vraiment ravie d'avoir tout ce soutien-là pour pouvoir mener des événements comme ça, comme aujourd'hui, puis faire en sorte que la recherche soit pertinente et soit signifiante. On a également tout un réseau de fondations. On est extrêmement privilégié au RTSA d'avoir la Fondation Azrieli, la Fondation Burks, la Fondation Marcel et Jean Coutu, François Bourgeois. Tant que les avoir nommés, je ne peux pas en oublier. Donc, j'ai aussi nommé André Gagnon, la famille Rosenblum, le McDonald Stewart as well. Donc, on a vraiment des partenaires qui soutiennent et qui croient en la mission du RTSA et qui visent, toutes ces personnes visent vraiment à ce qu'on fasse de la recherche qui soit porteuse et qui amène des changements. Donc, quand on voit une belle école comme ici, on voit que ces fondations qui ont aussi eu certains soutiens à certains moments, mais on voit que ça peut mener à des vraies belles choses. Puis je salue aussi là, Thomas qui a vraiment cette idée avec Giant Step d'être un living lab. Donc, l'école ici, il va y avoir dans le futur plein de beaux projets de recherche qui vont avoir lieu dans l'école. Donc, les chercheurs qui se rapprochent également du milieu de pratique, qui vont être littéralement impliqués dans le déploiement, dans le développement de projets de recherche qui vont se faire ici, qui vont servir directement les enseignants, qui vont servir directement les enfants, en collaboration avec tous les cliniciens, les intervenants qui sont dans l'école également. Donc, qui sommes-nous au RTSA? Donc, c'est une famille qui s'agrandit, c'est une famille qui a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années. Donc, on a atteint notre niveau, on a plus de 100 chercheurs qui sont parmi notre regroupement partout à travers le Québec, donc qui visent à améliorer la qualité de vie des personnes autistes. On a aussi 250 étudiants gradués, donc des étudiants à la maîtrise, des étudiants au doctorat, des étudiants au post-doctorat. Donc, on a vraiment une grande communauté qui couvre l'ensemble des aspects de la recherche. Donc, on couvre autant les aspects génétiques, neuroimagerie, les aspects de recherche qu'on appelle plus fondamentaux, mais également, on vise à avoir de la recherche tout à fait beaucoup plus populationnelle dans la communauté, donc qui vont viser à améliorer la santé mentale de la communauté, qui vont viser à améliorer les politiques, à améliorer les services de santé, donc à offrir des interventions qui vont être ciblées, centrées sur les besoins réels. Et on a toutes sortes de partenaires également. J'ai mentionné les partenaires philanthropiques, mais on a aussi tout plein de partenaires cliniciens. Donc, on a des psychiatres avec nous, on a des ergothérapeutes, je suis moi-même ergothérapeute, mais on a des cliniciennes ergothérapeutes, il y a des enseignants, des orthophonistes. Donc, on a autant du milieu de la santé que du milieu de l'éducation, mais on a aussi toute une panoplie de partenaires, d'organismes communautaires. Donc, je vois une collègue ici, la Coop L'Envolée, on a l'Archipel de l'Avenir, donc toutes sortes d'organismes qui offrent des services qui sont ancrés dans la communauté. On les invite à être partenaires avec nous pour vraiment développer toutes sortes de projets de recherche qui vont être vraiment pertinents et centrés sur les besoins de tous. Donc, oui, il y a Mayada, il y a moi, mais il y a aussi tout plein d'autres. Je vous ai dit qu'on était une centaine, mais on a 22 personnes directement impliquées dans nos différents comités. Et oui, il y a des chercheurs dans tous nos comités de gestion, d'organisation, mais il y a aussi des personnes au savoir expérientiel. Donc, pour nous, c'est absolument essentiel que dans l'ensemble de nos comités, on ait des personnes autistes, qu'on ait des parents, qu'on ait des cliniciens. Donc, les différentes parties prenantes sont le plus possible présents dans l'ensemble de nos comités, dans notre prise de décision et dans nos orientations. Donc, on a bien sûr le comité d'engagement auprès de la communauté. Donc, Aparna est notre championne de ce côté-ci. Donc, vraiment, cette idée de développer de la recherche partenariale, la recherche inclusive. Donc, de vraiment nous assurer qu'on va former la relève de chercheurs. Donc, parmi notre centaine de chercheurs, il y en a plusieurs qui font comme moi de la recherche où tous mes projets de recherche, j'essaie d'emblée d'avoir des partenaires de la communauté, d'avoir un comité aviseur, d'avoir une coordonnatrice de recherche elle-même autiste. Donc, vraiment nous assurer qu'on a la voix, qu'elle est directement présente et qu'elle infuse directement les projets de recherche. Donc, on a Mathieu également. On a des champions de longue date impliqués en recherche. Et ça, c'est un des rêves que j'ai, c'est d'élargir aussi, pas qu'on n'aime pas Mathieu, on adore Mathieu, mais on veut beaucoup de nouveaux Mathieu. On veut plein de Mathieu. Donc, on veut élargir notre bassin et vraiment aussi de faire en sorte que la recherche soit plus accessible et moins intimidante. Donc, ce qu'on vise vraiment, c'est de faciliter ce rapprochement-là et que les personnes directement concernées puissent aussi participer d'emblée, dès le départ, à des projets de recherche.
Donc, il y en a qui sont moins gênés, qui interpellent les chercheurs, mais il y en a qui sont plus gênés puis qui attendent. Donc, ce qu'on vise aussi, c'est de s'assurer qu'on aura des plateformes pour faciliter ce maillage-là entre les chercheurs puis les gens de la communauté pour faire en sorte que les priorités soient réellement prises en considération puis qu'on puisse mener des projets de recherche. Donc oui, on a aussi Alexis Beauchamp-Châtel, je mentionnais, qui est source membre de la du comité d'engagement auprès de la communauté, Aparna, Mathieu, on a Kouro qui était notre animatrice, maître de cérémonie, entre autres, puis ma charmante collègue Martine aussi, qui fait partie de ce comité-là. Donc, qu'est-ce que vise notre communauté d'engagement auprès de notre comité d'engagement auprès de la communauté, le CEC? Donc, ça vise vraiment à promouvoir l'engagement de la communauté dans les activités du réseau, de favoriser l'alignement entre la recherche et les besoins de la communauté. Donc, c'est vraiment notre maillon, notre liant entre les chercheurs et la communauté, et également faciliter le rapprochement et la cohésion. Je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est vraiment notre mission principale que l'on vise avec ce comité-là, mais comme réseau en général. Donc, ce qu'on vise, en fait, c'est vraiment une meilleure compréhension des conditions neurodéveloppementales tout au cours de la vie. Donc, oui, l'autisme, mais on s'adresse à la neurodivergence en général. On vise vraiment à renforcer les capacités pour mieux répondre aux besoins, donc de part et d'autre, faciliter la formation des chercheurs pour qu'ils soient davantage capables de faire de la recherche inclusive, mais également faire en sorte que les citoyens se sentent interpellés. Puis vraiment dans une visée ultime là, de transformer les systèmes de soins pour offrir des soutiens personnalisés se basant sur les données probantes. Donc vraiment de faire en sorte qu'on appelle là, les systèmes apprenants, mais que ce soit tellement bien maillé que tout ça, ce soit quelque chose d'organique qui se transforme mutuellement. Donc, nous, on s'inspire de vos priorités. La communauté est au cœur de nos préoccupations, donc soutenir l'engagement en recherche, faciliter la communication, donc également la vulgarisation, s'assurer qu'on a des produits qui sont accessibles pour la communauté et pas juste des beaux articles scientifiques, mais également là, que ce soit des infographies, des vidéos, mais vraiment rendre l'information et la recherche et les données probantes accessibles à tous. Encore une fois, faire en sorte que nos projets de recherche aient un impact réel, donc qu'ils descendent jusque dans la communauté. Et vraiment, comme aujourd'hui, d'avoir des événements grand public qui font vraiment en sorte qu'on se retrouve tout le monde ensemble. Donc, on a différentes initiatives. Donc, je mentionnais cette magnifique école. C'est la première fois que j'y mettais les pieds ce matin. Je suis vraiment impressionnée. C'est magnifique. Comme ergothérapeute, je me dis, waouh, la neuroinclusion, il y a des gens qui ont bien saisi qu'est-ce que ça voulait dire et comment on peut mettre ça en objet réel. Donc, je suis vraiment impressionnée. C'est vraiment magnifique. Je trouve qu'il y a des enfants qui sont très, très chanceux de pouvoir venir ici. Et puis, dans la visée, puis je vais bientôt m'arrêter sur les enjeux de la recherche, mais ce qu'on vise, c'est vraiment aussi à travers le réseau, c'est oui, de financer quelques initiatives, mais c'est essentiellement s'assurer qu'on met en place des ressources communes. Donc, on veut être des facilitateurs de la recherche, donc faire en sorte que l'initiative, par exemple, Q&K, qui est un grand projet de recherche, qui à l'intérieur de ça, il y a différentes déclinaisons, mais il y a un registre de familles qui ont un intérêt pour participer à la recherche. Il y a une banque de données issus des questionnaires que les parents remplissent, puis on veut faire en sorte que vous n'ayez pas besoin de les remplir 300 fois. Donc, on les combine et on les rendra éventuellement accessibles à l'ensemble de la communauté. Donc, il y aura des banques de données. On aura également accès à différents outils de mesure, des tests tech pour faciliter les échanges là, avec les cliniciens également. Donc, je m'arrête sur ça ici et vraiment, encore une fois, je vous souhaite un bel événement, de profiter, de voir qu'est-ce que ça peut avoir l'air, la neuroinclusion, mais également à quoi on peut rêver encore. Donc, c'est magnifique, mais je suis sûre qu'on peut encore aller encore plus loin. Donc, je vous invite à nous partager vos idées aujourd'hui, puis on va vraiment être dans cette perspective d'échange. C'est vraiment la visée pour aujourd'hui. Donc, merci à vous. Bonjour. Alors, quelques petits ajustements. La présentation visuelle qui accompagne ce que je vais vous dire dans les 10 prochaines minutes, c'est pour un peu accompagner vos regards pendant que je vous parle de différentes perspectives sur construire l'inclusion dans l'environnement bâti pour les personnes autistes. Comme ça a été dit rapidement tout à l'heure,
Je suis en design intérieur. En fait, je suis professeure à l'Université de Montréal, à la Faculté de l'aménagement. J'ai des étudiantes qui sont là d'ailleurs, des collègues enseignants, des collègues de recherche. C'est vraiment bien. Donc, quelques mots pour dire, moi, je viens de la discipline du design intérieur, mais je suis professeure-chercheur. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est cette perspective de construire, penser les lieux depuis l'intérieur, depuis l'expérience des gens dans l'espace. Comment, de différentes manières, on travaille à construire la connaissance de différentes manières dans cette direction par rapport à la neuroinclusion d'une manière assez générale et sans vous donner toutes les solutions parce qu'elles sont encore à construire, je vais vous donner un aperçu des différentes manières dont je travaille avec des équipes, évidemment, par rapport à ça. Donc, les visuels sont en grande partie tirés des projets étudiants. À chaque année, je donne un atelier dont je parlais tout à l'heure et les étudiants font des propositions d'environnements fictifs, de centres de jour pour des adultes autistes. Donc, la vue que vous voyez ici, là, c'est une vue développée en 3D qui est une proposition d'un de ces lieux-là. Fonctionne. Alors, quelques mots sur ce qu'est le design d'intérieur. Donc, le design d'intérieur qui est une discipline qui peut vraiment contribuer de manière très concrète à développer la connaissance, mais développer les milieux de vie pour une meilleure intégration de la perspective de la neuro-inclusion. Alors, la conception d'environnement bâti, elle se pense à plusieurs échelles. Elle se pense à l'échelle de la ville, à l'échelle du bâtiment. Elle se pense aussi à l'échelle de l'objet. Le design intérieur, c'est l'approche qui va concevoir l'environnement bâti depuis l'usage dans l'espace. Donc, le plus souvent, on s'intègre dans des environnements qui sont existants, donc dans des bâtiments existants, ou bien encore, on travaille en collaboration directe avec les architectes et autres concepteurs qui vont vraiment concevoir l'enveloppe du bâtiment. Donc, nous, on commence notre conception au cœur de l'espace, c'est-à-dire que le projet qu'on va développer va vraiment partir de l'expérience des gens dans l'espace, de l'usage particulier d'un lieu, et va souvent devoir partir des particularités des gens, c'est-à-dire que selon le profil des usagers, toute la manière de développer la proposition de design va être fortement influencée. Alors évidemment, quand on parle d'environnement qui doit être attentif à la neuroinclusion aux personnes autistes, il faut connaître l'expérience des personnes autistes avec la diversité qu'on connaît par rapport à cette expérience. Ici encore, là, vous avez des vues d'un projet étudiant qui est un centre de jour pour personnes autistes. Quelques mots sur la recherche qui est faite sur les environnements, plus spécifiquement pour les personnes autistes. Et vous remarquez, puis j'écoutais attentivement Mathieu juste avant moi, puis évidemment, là, je parle d'environnements spécialisés, donc d'environnements qui sont spécialement conçus pour des personnes autistes. Et je vais progressivement arriver vers l'idée que cette manière de concevoir cette compréhension des environnements neuro-inclusifs, ce qu'on souhaite, c'est les amener vers des environnements pour tous, l'espace public, de penser d'une manière plus généralisée cette approche de conception-là. Mais pour bien la comprendre, pour bien la cerner, on en est encore à se concentrer très souvent sur les environnements spécialisés. Donc, on a ici une photo de la maison Véro et Louis de Varennes, qui est un partenaire de recherche et aussi en enseignement, qui sont très impliqués sur le développement des milieux de vie pensés pour la neuro-inclusion. Et dans le cadre d'un projet comme celui-là, je vous donne un exemple de ce qui a été fait. Il y a eu à la fois la constitution d'un savoir à l'origine du projet. En 2018, on avait très peu de références, Thomas en a parlé, on avait très peu de références pour savoir comment concevoir des lieux spécifiquement pour des personnes autistes. Donc, au moment où la Fondation Véro et Louis a commencé à élaborer sa première maison, il a fallu établir une espèce de portrait des meilleures pratiques de conception de l'environnement bâti à travers le monde pour comprendre comment ça se faisait. Et de ça, on en a tiré des principes de conception qui ont été fournis aux concepteurs du lieu.
moi, comme designer d'intérieur, chercheur, j'ai été à la tête de ce projet-là, mais évidemment avec des collègues chercheurs en architecture de paysage aussi. Donc, on voyait l'environnement à plusieurs échelles, selon plusieurs perspectives. Et ce sont ces premières connaissances-là qui ont servi à alimenter la conception de la première maison. Là où on en est présentement, c'est qu'on évalue l'occupation de la maison. Donc, on effectue une évaluation post-occupationnelle pour comprendre quelle est l'expérience des lieux, à la fois des résidents, mais aussi des intervenants, des proches. Donc, comment ce lieu-là vit, comment apprendre de ce qui a été fait pour concevoir les futures maisons et améliorer toujours la manière de concevoir les lieux. Quelques mots sur l'enseignement. Alors, vous avez des productions là derrière, des maquettes des étudiants de l'atelier de deuxième année du baccalauréat en design d'intérieur de l'Université de Montréal. Et ce sont aussi des images qui sont tirées de l'atelier que je vous mets ici. Alors, on veut développer les connaissances sur la relation des personnes autistes à leur environnement bâti, comprendre qu'est-ce qui fonctionne bien, quels sont les paramètres auxquels faire attention, mais on veut aussi développer des nouvelles idées. Donc, on veut sortir des sentiers battus, on est à la recherche d'innovation, et c'est en grande partie par l'enseignement qu'on peut le faire, en formant nos futurs concepteurs, en formant la relève de demain pour qu'ils aient cette compréhension de ce qu'est la conception pour la neuro-inclusion. Donc, que ce soit à travers une approche du projet qui est informée, qui est basée sur des connaissances avérées. Donc, comprendre quelles sont les connaissances à utiliser dans le contexte, en intégrant des gens qui ont des savoirs expérientiels. Par exemple, Mathieu qui vient rencontrer les étudiants chaque année dans l'atelier pour leur faire une présentation, mais aussi réagir aux propositions des étudiants, des spécialistes en psychiatrie, notamment qui interviennent dans le cadre de cet atelier-là. On a aussi la Fondation Véro-Louis, une personne clé qui vient rencontrer les étudiants pour expliquer mais qu'est-ce que c'est le vécu dans ce type d'environnement-là, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, pour avoir des interactions directes avec les étudiants qui puissent développer leur réflexion, non seulement par rapport à une expérience générale des lieux, mais par rapport à des usages très, très précis aussi. Et enfin, je termine justement avec cette idée il y a la conception spécialisée, d'environnement spécialisé pour des personnes autistes dans des visées vraiment très spécialisées, de se coller aux besoins des personnes autistes, de très bien les comprendre finement. Mais ensuite, on a le défi d'intégrer ces principes de conception-là, d'intégrer cette compréhension dans l'espace public, dans l'espace pour tous. Comme disait Mathieu, donc on veut, c'est ultimement ce qu'on veut, que cette approche de l'accessibilité universelle, qu'on pourrait dire, donc couvre toute la dimension neuro-inclusive aussi. Et là, je vous amène une image d'une table ronde. C'est une recherche partenariale financée par le CRSH, sur la qualité de l'environnement bâti au Canada. Alors, il y a 14 sites, 14 universités canadiennes qui travaillent présentement à redéfinir ce qu'est la qualité et la question de l'inclusion par l'environnement bâti, des environnements inclusifs est au cœur de nos discussions. Et le site de l'Université de Montréal travaille particulièrement sur la question de la neuro-inclusion. Donc, il y a à la fois des chercheurs, des praticiens comme Mme Sonia Gagné qui fait partie de ce groupe. Il y a des représentants des organisations citoyennes, des gens qui ont des savoirs expérientiels, qui travaillent ensemble sur 5 ans à développer ces connaissances-là, puis à produire des outils, des livrables très applicables éventuellement pour changer finalement le cadre de ce que c'est la définition de la qualité de l'environnement bâti au Canada. Merci. Phase 2. Alors, Sylvie Bastien de l'Archipel de l'Avenir. L'Archipel est un organisme communautaire qui a été fondé il y a 10 ans, donc on est dans notre 10e année. Les services de l'Archipel, en fait, la mission, c'est de développer et d'offrir des services pour soutenir l'autonomie et l'inclusion sociale des adultes autistes de haut niveau de fonctionnement.
Donc, dans nos services, dans tous nos outils, on veut être capable de leur donner des outils pour vivre en appartement, pour ceux qui le souhaitent, mais aussi de pouvoir les accompagner pendant leur vie en appartement. Donc, parmi les services pour les préparer, bien, il y a des ateliers de cuisine, d'initiation à la cuisine. On a évidemment toutes sortes d'activités de loisirs adaptés, mais je pense que... Oh, vous ne m'entendez pas encore? Je m'entends tout seul? Okay. Hello. Ça va mieux? Okay. Est-ce que on continue? Okay. Alors, mais ce qui distingue l'archipel dans ses services, c'est des ateliers d'autonomie résidentielle. Donc, ces ateliers-là sont conçus pour vraiment les outiller dans leur vie en appartement, échelonnés sur 15 ateliers. Parmi nos autres services, on a aussi un partenariat avec les résidences communautaires à Ahuntsic qui développaient un projet d'habitation pour des aînés. Et puis, on a été mis en lien avec, au tout début du projet, quand ils étaient dans le plan d'affaires encore, et ils ont décidé de libérer 10 portes. Donc, c'était un édifice de 55 portes. Ils ont libéré 10 portes pour nos membres. Alors, depuis 2019, on a 10 personnes qui habitent dans cette habitation pour aînés, avec des aînés. Ils sont pas sur un étage autistes. Ils sont combinés partout sur les 8 étages du bloc. Ils sont vraiment intégrés. Il n'y a pas de distinction de... Je trouvais ça intéressant ce que Mathieu disait. Ce n'est pas un édifice autiste. Donc, l'avantage de ça, bien de un, ce qui est formidable et auquel on n'aurait peut-être pas pensé si on avait à la base créé un édifice pour nos membres, c'est que comme l'édifice était déjà conçu pour des aînés, ces personnes-là vont pouvoir vieillir dans ce logement-là déjà adapté pour les aînés. Donc, c'est un avantage auquel il va falloir penser quand on va développer d'autres projets. C'est un avantage qui était par défaut, mais qui est considérable. Évidemment, l'édifice, elle est bien insonorisée. Et puis, il y a des activités à l'intérieur d'inclusion qui combinent tout le monde. Alors, c'est vraiment un édifice en mixité. Les aînés, bien, ils prennent soin de nos membres. Il y a une relation qui se développe. Souvent, c'est grands-parents, jeunes, etc. Donc, c'est un beau projet. C'est un beau projet qu'on souhaiterait répéter également. Mais on n'est pas non plus, on ne fermerait pas la porte à un édifice qui serait avec plusieurs autistes parce que, si vous ne le savez pas, sans doute, on a une liste d'attente. La demande, elle est énorme. Les gens, nos membres veulent aller en appartement. Comme on s'adresse à une clientèle adulte, la plupart aspirent à être autonomes, à voler de leurs propres ailes. Et puis, ce qui leur manque, par contre, c'est un encadrement. Ils ne veulent pas se retrouver seuls. Un des enjeux, on en a plusieurs membres qui ne sont pas nécessairement, bien sûr, avec nous. Là. On en a seulement 10 présentement qui habitent avec un encadrement. Dans cet édifice-là, ils ont accès à une intervenante au soutien à l'autonomie résidentielle. C'est-à-dire que elle est là du lundi au vendredi 2 jours, mais elle développe des plans d'intervention axés sur les enjeux qu'ils ont en appartement. C'est-à-dire, elle ne fait pas du soutien clinique, mais elle est là pour les aider à gérer leur budget, leur donner des outils s'ils ont des défis d'entretien ménager, corporel, l'alimentation, etc. Donc, il y a des plans d'intervention développés et puis, ça les aide à bien vivre cette expérience-là. What else? Dans les ateliers d'autonomie, évidemment, pour les aider, parce que tu ne peux pas partir comme ça sans soutien et puis sans encadrement, bien, le risque d'échec est assez élevé. Donc, comme je disais un petit peu plus tôt, un des services qui nous distingue, c'est nos ateliers d'autonomie résidentielle. C'est sur 15 semaines, c'est 2 heures par semaine, et puis on ratisse large, ils apprennent à se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis prêt? Ensuite, si tu es prêt, tu veux habiter où? C'est quoi? Toutes les choses auxquelles il faut qu'ils pensent. Ensuite, en appartement, tous les enjeux possibles et les responsabilités. Alors,
toutes les tâches ménagères, la gestion des sous, l'alimentation, les enjeux, les imprévus, les fraudes, les arnaques. On couvre tout ça. Et puis, le petit bémol qu'il y avait dans ce projet-là, c'est que lorsqu'ils quittaient après 15 semaines, puis on sait que la plupart n'étaient pas encore en appartement, il y en a qui habitent encore chez leurs parents, donc ils peuvent commencer à pratiquer les outils qu'ils ont appris. Mais tu sais, la journée que la toilette va déborder, là, ils ne se rappelleront pas c'était à quel atelier que j'avais appris ça, quelle page. Alors, ce qu'on a fait dans les 2 dernières années, c'est qu'on a développé un outil numérique pour les accompagner après les ateliers d'autonomie. Donc, maintenant, on a une plateforme numérique qui s'appelle l'Archiapp. Et puis, tous nos membres qui ont suivi les ateliers d'autonomie résidentielle vont avoir accès à cette plateforme-là. C'est les 15 ateliers en détail, tout ce qu'ils ont appris. Et puis, quand il y a quelque chose qui se passe chez eux, ils ne se rappellent plus comment faire leur lavage, trier leur linge, etc., bien, ils vont avoir tout ça dans un site. Et là, je vais vous montrer juste quelques petites diapos pour vous donner une idée de ce qu'on peut y retrouver. Alors, évidemment, cet outil-là n'a pas été fait chez nous, enfermé dans un bureau. Ça a été fait avec nos membres, avec les parents. Il y a eu des entrevues de départ pour comprendre qu'est-ce qu'il fallait créer. Il y a 2 agences qui ont travaillé avec nous dès le départ et puis ils se sont rendus compte que la neurodiversité, il n'y a pas personne qui a le profil parfait. Donc, ils ont essayé de créer le produit avec les outils qui revenaient le plus souvent. Donc, on voit qu'il est disponible aussi dans le mode sombre pour ceux dont la luminosité est plus un irritant. Ils ont les ateliers qu'ils peuvent aller sélectionner. C'est le bon bouton. Ensuite, lorsqu'ils ouvrent un atelier, ça va leur dire tous les tâches qu'ils vont retrouver dans cet atelier-là. Ils peuvent soit suivre l'atelier au complet ou aller sélectionner uniquement la tâche qui les intéresse. Ici, on a, ça c'est un exemple d'atelier. Dans l'atelier, ça va leur dire combien d'étapes on retrouve en haut et puis tous les détails avec des photos, exactement tout ce que tu dois faire à chaque étape. Et ceux qui suivent les ateliers pour les apprendre du point A au point B, ils vont avoir une barre, un fil d'Ariane en haut qui leur dit la progression où ils sont rendus dans l'étude de cet atelier-là. On insère aussi dans ces ateliers-là, dans cette plateforme-là, des documents de soutien qui vont pouvoir imprimer pour prendre des notes, faire des choses qu'ils ont besoin d'avoir là, sous la main avec eux. Donc, il y a plusieurs documents de soutien, entre autres, au moment du budget, bien, évidemment, ils peuvent imprimer des budgets, etc. Ceux qui suivent les ateliers de A à Z, ils savent quand l'atelier est terminé, bien, on leur donne un message à cet effet-là. Évidemment, sur la grande plateforme, se rappeler c'était où qu'ils avaient appris, quand est-ce que si je perds mes clés, qu'est-ce qui m'arrive. Alors, ils peuvent faire une recherche là, directement dans la barre de recherche, puis ça va les amener directement dans les ateliers où on parle de cet élément-là. Ils ont aussi, ils peuvent programmer un horaire, alors 2 jours de semaine, de mois par année, et puis aller ajouter des éléments, ce qu'ils veulent se rappeler qui doivent être faits, ajouter des heures, ajouter la journée. Et puis, voilà, ça c'est pour ajouter les différents éléments. Maintenant, depuis quelques semaines, ils peuvent, ceux qui ont des calendriers Outlook et Gmail, ceux qui ont des calendriers Gmail ou Outlook, ils peuvent synchroniser le calendrier de l'Archiapp avec leur calendrier à même leur téléphone. Et puis, c'est adaptatif ça a été conçu autant pour le cellulaire, la tablette que la plateforme. C'est tout. Mathieu, je m'appelle Maison d'Autisme. Pas de choquer. Bonjour Xavier Hervé, je suis d'abord très heureux d'être ici aujourd'hui dans ce centre parce que je fais aussi partie de l'école La Patte Géant dans le conseil d'administration depuis longue date et ça fait plaisir de voir tout le monde et tous ces gens de Patte Géant d'ailleurs aujourd'hui. Donc bonjour tout le monde.
Deuxièmement, je suis aussi le président du conseil Maison de l'Autisme. Et Maison de l'Autisme, je vais rentrer tout de suite dans qui c'est un organisme à but non lucratif qui partage beaucoup la vision de l'archipel de l'avenir. Donc c'est sur l'autonomie des jeunes. Et on le fait sur 2 axes, une partie service, donc très formation expérientielle, et logement. Et donc là, on m'a demandé de mettre un chapeau, parce que je suis un peu l'entrepreneur dans l'équipe, donc on est une équipe fondée par Rosemary Maratin, mais mon rôle à moi, c'est d'être l'entrepreneur, pas entrepreneur construction, mais entrepreneur création d'entreprise et de débloquer un peu tout ce qui peut bloquer le parcours d'une entreprise comme Maison de l'Autisme. Donc je vous ferai part d'un challenge qu'on a vécu avec TAC sur ce qui est de créer une base de données, getting data. Mais avant tout, donc c'est quoi Maison de l'Autisme? C'est avant toute chose l'autonomie, et ça veut dire que c'est l'autodétermination. Donc je dirais que s'il y a une chose qui va caractériser cette approche, c'est que c'est nos membres qui décident. Quand ils font une formation, la première chose qu'ils décident, c'est quel est l'objectif de la formation pour eux. Et quand on va faire une activité, c'est souvent eux qui décident de quelle va être l'activité. Donc c'est repris par un thème qui est au cœur de l'ergothérapie, qui est faire, être, appartenir et devenir. D'accord? Donc ça c'est la base. On s'appuie, donc comme c'est très la vision d'une ergo qui a monté tout ça, il y a tout le contexte de neurosciences et de neurodéveloppement, executive fonction exécutive. Il y a tous ces concepts qui sont intégrés derrière tout ça. Ça se traduit par un ensemble de démarches de service ou d'accompagnement. Vous avez la liste à l'écran. Je dirais encore une fois, c'est très expérientiel et ils se prennent en charge. Donc c'est pas, ils sont pas là pour suivre un cursus qui leur a été formalisé, mais ils sont là pour faire partie de ceux qui formalisent le cursus pratiquement à chaque session. Quand on parle d'inclusion, une chose qui est bonne à savoir aussi, c'est que la majorité des gens sur le conseil d'administration de Maison de l'Autisme sont autistes, sont des gens diagnostiqués, c'est des adultes qui vivent de façon autonome et donc qui ont un vécu de ce que ça a été ce parcours pour eux de devenir adultes autonomes. Rapport d'activité, on travaille énormément avec des bénévoles, donc c'est beaucoup de gens qui donnent beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés et qui adorent la cause aussi. C'était 3000 heures l'année d'avant, c'est aussi 3000 heures cette année, ça bouge pas. Et aussi remerciements à des partenaires dont on parle pas souvent, mais par exemple des organismes de financement comme PME Montréal. Maison de l'Autisme n'existerait pas sans cette infrastructure, sans ce soutien de PME Montréal. On a travaillé aussi avec Action Gardien, Centre d'innovation au sein de Concordia, beaucoup avec la commission scolaire, donc je vais vous parler, le projet immobilier, c'est grâce à eux. Mais ils nous ont aussi aidés dans la collecte de données dont je vais vous parler, qu'on a fait ensemble avec TAC. Hébergement, tremplin à l'autonomie. Notre notion d'hébergement, c'est pas de l'hébergement à long terme, c'est une plateforme de transition. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire entre 2, 3, 4 ans, où l'objectif, c'est de se faire preuve à soi qu'on peut le faire. Et peut-être non seulement à soi, mais à ses parents, parce que les parents n'ont pas forcément confiance en leurs jeunes. Dans ce contexte, ils ont déjà eu 20 ans de vécu avec leur jeune adulte, donc ils ont peut-être besoin de voir un autre côté de cet adulte, ce qu'on entend beaucoup de ses parents. Et donc, ça sous-entend un édifice, donc il y a les aspects services, donc qui marchent depuis 5 ans. Maison de l'Autisme a été créée en 2019. Là, je vais essayer de faire clic, et si j'ai de la chance, le vidéo va sortir tout seul comme un grand. Because if I'm going to be honest with you, I wish I had that as a kid many years ago. This vacant building owned by the English Montreal School Board is going to be converted into a home for young adults with autism. The project, a dream 30 years in the making. The project is first started 30 years ago. It's the idea of an occupational therapist, Rosemary Murata, who's been involved with autism since then.
She always thought, what happens when they become adults? Is there a transition platform? So the vision for a transition platform is Rosemary Miranda. Estimated at $4.5 million, the initiative is made possible with funding from volunteers, foundations, and a mortgage. The prevalence of autism has been growing for 30 years. It's one of the few conditions that's been growing as opposed to being steady in the population. I'll skip you the rest because we're going to move in time, but essentially this is a partnership work with the school board. I'm going to go back to the presentation. The important part so where I was going with the presentation is about the notion of data, because when you go see a bank, you know, you've got a building, and so I'm speaking as an entrepreneur. And with this bank, I show them that I have this great economic model because it's been proven by student housing. So, you know, I got this fancy Excel spreadsheets with all the numbers. There's like 1,000 vectors in there. And you know, I've got this, you know, loans in organizations, these organismes financiers willing to help. So you've got this whole map. It's not easy to do, but you can do it. We've got this land, we've got this building. So, you know, you think, okay, let's go. On pense que c'est bon, c'est fini. On est arrivé au bout de la course, puis on va voir le banquier, puis le banquier dit non, c'est pas si simple que ça. C'est qui les autistes? Je dis, mais comment ça, c'est qui les autistes? On en parle depuis 30 ans des autistes. Il y a des données, il y a de la prévalence au ministère de la Santé. Ouais, mais ça veut rien dire pour un banquier, ça. Je dis, comment ça veut rien dire pour un banquier? Ils sont là, devant vous, là. Mais non, ça veut toujours rien dire. J'ai besoin de données probantes. Je dis, mais c'est quoi des données probantes? Je dis, ça doit exister. Donc moi, je me retourne, je regarde sur Internet, je regarde partout. On est là on est rendu 2019-2020, d'accord? Je parle aux banquiers et je leur dis, mais je reviens, je vais trouver ça, des données. Il n'y en a pas. Il n'y en avait pas. C'était sidérant pour moi. D'abord le banquier qui me disait, j'ai besoin de données, en lui disant, mais c'est des locataires comme tout le monde, donc je ne vois pas pourquoi tu me demandes des données. Mais en plus de ça, ça n'existait pas, ces données. Donc on a commencé à construire les données. On s'est dit, bon, on va prendre des données démographiques, on va faire des tableurs Excel, et puis ils vont être contents. Puis de là, on voit, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi il y a ce... En faisant ces calculs, on leur montre que c'est concret. C'est des gens qui sont nés, qui arrivent, ils sont nés depuis 30 ans, ils commencent à être jeunes adultes maintenant, donc c'est bon, c'est fait. Non, c'est pas assez. C'est très bien vos calculs, mais il faut que ce soit quelqu'un d'indépendant qui me donne les données. Donc là, je dis, bon, ok, d'accord, je ressors de leur bureau, ça s'appelle la porte tournante, je m'en vais, je reviens. Puis là, je vais voir des gens, puis on m'introduit à des gens de TAC, centre de recherche, indépendant, c'est pas nous, c'est pas maison d'autisme, c'est pas de l'immobilier, c'est des scientifiques. Donc on va faire une recherche. Et on l'a faite, cette recherche. On a produit ces données, ils ont été publiés en 2023, donc vous pouvez les applaudir parce que ça a été un sacré boulot. Et tout ça pour vous dire que c'est pas du tout évident, même une fois qu'on a trouvé ces partenaires, parce que ça prend une équipe, ça prend des gens sur le terrain, ça prend des comités adviseurs, c'est un processus scientifique. Donc dans l'université, ils ont des comités qui donnent l'approbation au niveau de la démarche scientifique. Donc tout ça, c'est pas du tout évident à construire, ça se fait pas comme ça. Et on a fini par faire faire. On a fait 400, pas loin de 400 entretiens. Il y en a eu 365 de retenus d'un point de vue scientifique en fin de parcours. Mais tout ça pour vous dire que ça a pris des gens. Par exemple, il a fallu que j'appelle Nick. Je dis, Nick, tu peux m'aider parce que j'ai besoin de rentrer dans des écoles pour parler à des jeunes adultes. Ça peut vous sembler évident, mais c'est pas évident du tout. Et après, vous avez vos gens qui vont leur parler et puis il faut s'asseoir avec ces gens-là parce que ils ont 1 heure de formulaire à remplir. C'est pas 3 lignes à remplir, d'accord? Donc il y a un travail très conséquent et tout le monde a besoin de s'accompagner. Donc ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que c'est faisable. C'est extraordinaire de pouvoir travailler avec TAC, mais il faut se remonter les manches. Il faut se remonter les manches parce que, oui, vous allez avoir des données. Ces données-là, elles n'existaient pas. Donc, moi, ça continue de me sidérer. En 2024, on peut faire un historique de ce qui a été construit par le gouvernement depuis 2013, des publications qu'a fait la Fédération Québec de l'autisme en 2019, je crois. Mais c'est relativement faible. Et c'est vraiment étonnant de pourquoi c'est si peu de dispositions de ce genre de données. Donc,
pour y arriver, on a travaillé avec la commission, on a travaillé avec la fédération, avec Autisme Montréal, avec des gens qui sont allés avec nous sur le terrain. Mais je peux vous dire que ça demande beaucoup de volonté à tout le monde. Oui, ça, je vous le disais, c'est sidérant que ça a pris entre 2014 et 2023 pour que des données commencent à être publiées. Je sais qu'il y a eu d'autres initiatives en parallèle. Une particularité de ce qu'on a fait, c'est qu'on a démarré ça avec un dialogue ouvert en 2020. Il y a certaines organisations qui sont peut-être ici aujourd'hui qui sont venues à ce séminaire qui avait été organisé conjointement avec TAC. Et en 2020, c'était décembre 2020, il y avait 25 personnes, pas loin de 25 personnes à ce séminaire, et on s'était proposé de faire une plateforme ouverte. Ouverte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces données seraient du domaine public et à disposition pour tous. Donc, on voulait et on veut toujours que cette plateforme ouverte prenne forme, qu'elle aille au-delà de ce premier jeu de données, mais que d'autres y ajoutent. Donc je ne sais pas qui a créé des données depuis, mais je vous invite à tous réunir toutes ces données parce qu'elles ont une énorme force. Je sais que ces rapports ont déjà été utilisés par d'autres organisations pour leur plan de financement. Donc ça a servi à beaucoup déjà et on en a besoin d'encore plus. Donc il faut continuer cette notion de open data platforms. Merci. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est toujours très apprécié de pouvoir parler d'architecture, une passion pour nous. Alors, je me présente, Sonia Gagné. Je suis architecte associée principale chez Provence-Chez-Roy. Provence-Chez-Roy, c'est une grande firme d'architecture au Québec, surtout à Montréal. C'est une firme qui a 40 ans. Et alors, on a une nouvelle belle collaboration qu'on a créée avec l'école à pas de géant. Alors, en tant qu'architecte, je vais vous parler de l'architecture comme tremplin pour les personnes autistes vers une vie quotidienne en société. En tant qu'architecte, nous sommes convaincus que notre discipline peut jouer un rôle transformateur sur la société. Nos idées deviendront des projets collectifs marqués par le regard de la communauté. À l'école à pas de géant, Provence-Chez-Roy a cherché à créer des espaces générateurs de rencontres, de liens, d'échanges, ceux qui incitent au partage, à l'écoute, à la collaboration, ceux qui encouragent à apprendre, à se questionner et à progresser. D'abord, le choix du quartier. Le Technopole Angus, comme Thomas a parlé, c'est un quartier qui est dynamique au cœur de Montréal. Il comprend des espaces verts, des bureaux, des logements, des cafés, des restaurants. Le site, à l'usage mixte, favorise une économie sociale au sein d'une communauté sûre et solidaire. Cet esprit de collaboration fait d'une entreprise présente sur le site des partenaires idéaux pour la perspective d'emploi pour les adultes du centre. Les jeunes et les adultes sont encouragés à atteindre leur plein potentiel en tant que citoyens actifs. Le site est complexe. Le terrain est délimité par une piste cyclable en avant, une voie ferrée à l'arrière, des servitudes de part et d'autre. Alors, le bâtiment devait être le plus compact possible parce que l'idée de l'école, c'était d'avoir la plus grande cour possible. Alors, le bâtiment compact qui était requis n'était pas adéquat pour notre occupation, pour la volonté qu'on avait de créer les espaces. Il aurait fallu faire un bâtiment avec un corridor et des classes adjacentes de part et d'autre. Notre parti a été beaucoup plus de faire un bâtiment avec une façade, les façades au nord, avec les classes, avec les façades nord, alors avec une lumière indirecte, et tous les espaces qui sont les espaces collectifs avec la lumière directe pour l'environnement, avec l'environnement de l'orientation du terrain. Excusez-moi. 5 actions architecturales pour une école sur mesure. En tant qu'architecte, c'est-à-dire des concepteurs de milieux de vie, nous créons des espaces spécifiques pour encourager les jeunes à se tourner vers le monde extérieur. Le bâtiment est implanté sur un terrain de sorte que la silhouette incurvée, on voit la grande courbe,
nous permet de sécuriser la cour, mais l'objectif n'était certainement pas de l'isoler de l'extérieur. Ce qu'on voulait, c'est créer une forme qui protège l'enfant. L'organisation spéciale du bâtiment peut se résumer en 5 points. Ouvrir un corridor sur l'extérieur, créer des cours protégées, arrondir les angles pour éviter d'avoir de longs corridors, connecter l'entrée principale à la cour et enfin créer des espaces de rassemblement. L'idée, c'est faciliter l'orientation et de la circulation dans le bâtiment. Compte tenu de la sensibilité au bruit et des personnes, l'enveloppe du bâtiment a été étudiée pour permettre une isolation acoustique optimale. On comprend qu'avec la voie ferrée aussi, les bruits de l'extérieur, il fallait créer une enveloppe qui correspond aux besoins des résidents, des individus qui y travaillent aussi. Le bâtiment est construit en béton préfabriqué. Un revêtement métallique doré au rez-de-chaussée aussi renforce l'atmosphère chaleureuse et accueillante. On essaie vraiment d'éviter les atmosphères carcérales ou oppressantes. La façade incurvée est composée de panneaux de béton aussi, en plus d'offrir une protection solaire par les projections. Ça oriente aussi les vues vers la cour de récréation et qui renforce le sentiment de sécurité et d'intimité. À l'intérieur du projet, plusieurs dispositifs ont été employés afin de procéder à un maximum de confort acoustique, visuel, sensoriel aux enfants. Les axes de circulation se veulent les plus clairs, les plus lisibles possibles. Les espaces sont divisés en différentes séquences. Chacune de ces séquences possède une hauteur distincte afin de créer des seuils, des transitions entre les espaces. Les zones de repos sont aménagées pour que les enfants, pour permettre aux enfants de s'isoler quand ils le souhaitent. Le programme général, la programmation sépare les jeunes, les enfants, les adultes, les étudiants et les visiteurs. Les salles de classe constituent l'aile complète sur 3 niveaux qu'on voit ici au fond, sur les 3 niveaux. Au rez-de-chaussée, l'école comporte un gymnase, une bibliothèque, mais aussi l'administration de l'école. Le gymnase sert d'espace pour l'activité physique, les rassemblements, les activités culturelles. L'hiver, il devient le terrain de jeu privilégié. Au premier étage se trouve le centre de formation pour adultes et le centre de ressources. Au 2e étage, les services thérapeutiques et le centre de recherche et d'innovation. Avec nos outils d'architecte, nous avons cherché à répondre à la manière la plus personnalisée possible aux besoins et aux aspirations des jeunes autistes que l'institution accompagne. Chacun des enfants accueillis au centre a sa propre sensibilité. Et ça, on le savait, on nous l'avait souvent dit. Alors, on ne cherchait pas la solution parfaite, mais on cherchait à aménager des espaces qui soient les plus confortables, les plus sécuritaires pour le plus grand nombre de personnes. Afin de renforcer le sentiment de sécurité des enfants, un travail de fond sur l'éclairage a été réalisé. Les luminaires ont été conçus sur mesure pour répondre à l'école. Non seulement la lumière se veut la plus douce, la plus diffuse, mais aussi par sa forme et sa composition nous permet aussi d'atténuer le bruit. Afin de créer des séquences entre les espaces communs et les salles de classe, nous avons aménagé des seuils, des espaces de transition. L'utilisation de la couleur nous a permis aussi de se repérer dans le centre et ainsi anticiper le passage d'une activité à une autre. Nous avons aussi aménagé la matériothèque à l'entrée du bâtiment. La façon qu'on a travaillé, c'est les espaces les plus publics sont soit au rez-de-chaussée, proche de l'entrée, et plus on rentre dans le centre, plus ça devient un peu plus restrictif ou privatif. Le projet vise à développer un environnement où chacun se sent à l'aise dans son espace, ce qui conduit à des améliorations de comportement. Il favorise l'ouverture à l'apprentissage, à l'échange, à la socialisation des enfants, les jeunes et les adultes. Des alcôves rassurantes ont été proposées au sein même des salles de classe. À l'étage des adultes,
des espaces et des sous-espaces ont été proposés pour que le jeune puisse s'isoler et pour se trouver aussi sa place idéale. Le programme de l'école est basé sur des développements de compétences et d'intégration sociale. Le projet a été pensé pour accueillir des programmes spécifiques, tels que l'épicerie Maxi ou des cuisines professionnelles. Divers matériaux, le bois, la pierre, le caoutchouc, des textures lisses, rugueuses, douces, fibreuses, et des surfaces planes, des surfaces inclinées, courbes, fermes et souples sont déployées dans l'ensemble de la cour de l'école. L'objet est toujours le même, stimuler les sens des jeunes. L'importance de la lumière naturelle aussi. Les salles de motricité, les gymnases, les matériothèques, tous ces espaces requièrent des équipements souvent qui donnent une impression sombre et encombrée des espaces. Alors, une grande attention a été alors apportée pour maximiser la lumière naturelle. L'architecture accompagne le jeune dans leur déplacement. Un escalier sculptural surmonté d'une lumière circulaire permet d'accéder au niveau supérieur, de l'élever tout en douceur. Il s'agit comme un élément central dès l'entrée qui fédère les enfants et les adultes. L'architecture crée un regard. L'architecture de l'école, c'est comme un grand prototype. Après l'ouverture de l'école, certains parents nous ont confié que leur enfant était relativement calme, malgré les grands changements de la rentrée de l'école, la rentrée scolaire. On ose croire que le travail d'équipe et la grande collaboration avec l'école à pas de géant a contribué à cette réussite. Finalement, l'école est un vrai milieu de vie. C'est vrai, on dit que c'est un prototype. On a travaillé avec une clientèle, je dirais, cette clientèle-là va peut-être évoluer. Et c'est là aussi le rôle de l'architecte, c'est de suivre aussi l'école, de l'accompagner dans ces changements-là. On a essayé de créer un grand prototype, je vous dirais, qui va être, dans le futur, à évoluer aussi comme sa clientèle. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup à Sonia. On va maintenant commencer la période de questions-réponses. Pour démarrer, nous aimerions poser à chacun des panélistes une question. Après quoi, si vous souhaitez, l'un de vous souhaite rajouter, c'est tout à fait possible, un peu pour vous échauffer. M'entendez? Oui? Ah, d'accord. Donc, pour démarrer cette période de questions-réponses, nous aimerions poser une question à chacun des panélistes, après quoi, si d'autres veulent ajouter une perspective ou des éléments de réponse, c'est tout à fait possible. Et après ça, le but, c'est vraiment d'avoir une expérience interactive. Donc, on a quelques questions, mais sentez-vous à l'aise de poser vos questions. Si quelque chose pique votre curiosité, les panélistes sont là pour ça. On démarre dans un ordre tout à fait arbitraire, vraiment pas de sens à la question. Mais peut-être, Sonia, je commencerai par vous. Est-ce que la construction d'un projet comme cette école à pas de géant coûte plus cher que d'autres centres ou écoles en raison des aménagements? Est-ce que le coût est considérablement plus élevé? Dans le cas de l'école ici, je pense que l'opportunité qu'on a eue, c'est que le programme a été adapté vraiment par les utilisateurs, par les parents. Alors, oui, il y a des défis. Est-ce que ça coûte plus cher? Je vous dirais, le programme est tellement... il a tellement été connecté avec les besoins que j'ai même l'impression que le projet était moins cher qu'un projet traditionnel, dans le sens que tout ce qui était inutile n'a pas été intégré carrément. Les décisions ont été prises. On a vraiment travaillé avec un budget, quand même un bon budget, mais qui avait des grands défis. Il fallait atteindre. Il faut aussi dire que ça s'est fait durant la pandémie, alors c'était encore plus un grand défi. Mais on a travaillé comme dans une enveloppe budgétaire et on a travaillé comme un vase communicant, dans le sens que si on avait besoin un peu plus d'argent dans la cour d'école,
mais il y a des parties qu'on diminuait peut-être les coûts, ou pas la qualité nécessairement, mais la dimension de certains locaux qu'on aurait voulu plus grands. Le programme a changé à un moment donné. On a eu des défis financiers. On a revu le programme avec l'école pour sans diminuer la qualité, sans faire trop de compromis, arriver avec un projet qui était excellent. Et je pense que c'est cette agilité-là qui nous permet de réaliser des excellents projets. C'est d'avoir des gens avec nous qui connaissent bien les gens de l'école, qui connaissent bien leurs besoins et qu'on peut travailler, qui sont décisionnels aussi dans les prises de décision. Alors, dès le début jusqu'à la fin, on a été en mesure de travailler et de faire avancer le projet puis qui répondent à tout le monde. Je vous dirais que cette école-là, dans un mode traditionnel, aurait probablement coûté beaucoup plus cher que ce qu'on a réussi à réaliser. Merci beaucoup. Xavier Henry. Oh, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Ben oui. Si on réfléchit dans la direction que propose Sonia, c'est de voir en fait les coûts d'une manière beaucoup plus globale aussi, les coûts de fonctionnement d'un lieu comme celui-là, les bénéfices que ça donne pour les usagers, pour les gens qui travaillent. Donc, c'est de le voir d'une manière vraiment plus générale. Puis je pense qu'à ce moment-là, on ne peut plus parler de coûts de construction en tant que tel. Donc, voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter autre chose? Non? Parfait. Vous pouvez vous manifester si jamais j'oublie de vous re-regarder. OK. Une autre question, ce sera pour Xavier Henry. En quoi l'aménagement de l'espace est-il un levier à l'insertion sociale et à l'engagement à la vie communautaire? Ça marche? Oui. Je pense qu'il y a deux éléments. Il y a l'élément que il y a un énorme potentiel qui est souvent inexploité chez les jeunes qui sont sur le spectre. Et qu'il y a des gens comme l'Archipel de l'Avenir ou Maison de l'Autisme qui le vivent et qui savent que dans certains contextes, ce potentiel peut être beaucoup plus exploité, beaucoup plus mis en avant et que ces personnes puissent en tirer parti. Et d'un autre côté, on a aussi le mauvais vécu, soit de la société, ou des parents, ou de la famille, qui n'ont pas forcément confiance en leurs jeunes. Donc il y a une dynamique qui fait qu'ils sont là, ils ont envie d'eux, et ils auront toujours besoin d'un accompagnement. Et les différents niveaux nous demandent différents niveaux d'accompagnement. C'est certain qu'il y en a qui ont besoin de seulement 1 heure par jour, d'autres 1 heure par semaine, d'autres 4, 5, voire 8 heures par jour. C'est comme ça qu'on doit se dire, OK, vers quelle population on cible notre offre, et chacune a ses besoins particuliers. Mais dans tous les cas, nous, ce qu'on trouve, ce qu'on a vécu en tant que maison de l'autisme, c'est que tous ces gens ont un énorme potentiel qu'il faut les aider à vivre. Et d'un autre côté, il faut donner à la société. Donc, quelque part, quand Mathieu disait qu'il y a des a priori et que des fois, c'est des a priori dus à des contextes de comportement, etc., c'est une réalité. Donc il faut créer... Nous, on est convaincus qu'il nous faut une plateforme de transition, non seulement pour que ces jeunes le vivent, mais que leur écosystème autour d'eux, leur famille, leurs amis, que les autres le vivent aussi. Et ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de jeunes autonomes. Et quand vous me parlez quel est l'impact social et de l'engagement de la vie communautaire, il y a toute une dynamique d'engagement de la communauté, mais aussi il y a une réalité économique dans tout ça. Donc si on fait en sorte qu'ils sont formés pendant un certain temps, après ça va être une autre réalité économique pour la société, donc ça va être un autre accueil aussi. Merci. La crise du logement affecte-t-elle considérablement les personnes autistes ou arrive-t-elle à se loger grâce aux subventions de l'État et aux hébergements adaptés? Je dirais pas qu'il y a un lien direct entre autisme et crise du logement, dans le sens que
l'accessibilité au logement est beaucoup plus un facteur relié à la capacité économique d'une personne. Et là, malheureusement, la très grande majorité des personnes autistes vivent avec un revenu très faible, voire sur le seuil de la pauvreté. Et en ce sens-là, l'accessibilité est très réduite étant donné les coûts très élevés. Et ce qui fait que les logements auxquels les personnes autistes ont accès sont beaucoup moins nombreux. Et dans ceux qui sont accessibles, il y en a beaucoup moins qui peuvent répondre à leurs besoins comme personnes reliées à leur spécificité de l'autisme. Donc, il y a une double limitation. Mais si on avait une personne autiste millionnaire, je ne suis pas sûr qu'on pourrait dire qu'il y a un impact avec la crise du logement présentement. Hein? Donc, pour moi, à la base, c'est beaucoup plus une notion de données socio-démographiques reliées au faible niveau économique des personnes autistes qu'à l'autisme en soi. Merci. Oui, Xavier Henry. Je dirais que cet aspect économique, on doit être créatif par rapport à ça. Je pense qu'il y a les mêmes modèles qui ont été mis en place et c'est facile de se dire je vais courir après les fondations pour financer mon projet. Et nous, par exemple, on est en train de valider qu'il y a des prêteurs qui sont là, disponibles pour prêter dans le contexte social. Et c'est pas le même monde économique que le monde classique de l'immobilier, mais il existe ce monde-là. Et il faut qu'avec ces gens-là, on construise différents systèmes différentes architectures financières. Et il y a ça aussi dans vous parliez d'impact social, de la dynamique économique. Il y a la contrainte à laquelle Mathieu fait référence, c'est que on ne pourra jamais augmenter la capacité de payer un logement, que ce soit un autiste ou un étudiant. Ça restera une réalité, toujours. Mais par contre, ce qu'on peut changer, c'est les dynamiques économiques qui financent tout ça. Et c'est là où il y a potentiel à innovation. Et c'est sur là-dessus notamment que nous, on travaille. Sylvie, sans aménagement de la bâtisse, lorsque les immeubles, bureaux, logements ne sont pas conçus d'avance pour être accessibles et neuro-inclusifs, comment pouvons-nous répondre autrement aux besoins des personnes autistes? En fait, je crois en général que les adultes autistes de haut niveau peuvent habiter dans un logement, dans tous les logements, peu importe. Les difficultés, c'est qu'ils ne peuvent pas faire ça tout seuls. Alors, sans accompagnement, peu importe s'ils sont dans le logement le mieux adapté à lui ou sans bruit, l'espace, etc. Sans accompagnement, un logement adapté ou pas, c'est une grande difficulté. Donc, si le logement n'est pas adapté, bien, c'est certain que davantage, ils ont besoin d'être accompagnés pour les aider à évoluer et à faire face aux défis qu'ils vont rencontrer, aux responsabilités qu'ils vont rencontrer. Mais surtout, je dirais aussi que l'emplacement est important. À ce moment-là, si en plus le logement n'est pas adapté à plein de niveaux internes, l'emplacement est important. Alors, accessibilité des transports, l'accessibilité des services, épicerie tout près, etc. C'est des choses qu'ils doivent considérer. Merci. Et enfin, Virginie, l'aménagement des espaces publics et privés aux besoins des personnes autistes est-il compatible avec l'esthétisme toujours évoluant? Je vais dire, avec les besoins de la société qui sont toujours évoluants, oui, tout à fait. Je pense on peut voir les environnements conçus pour la neuroinclusion comme les meilleurs laboratoires pour mieux concevoir l'environnement bâti d'une manière générale par rapport justement aux besoins, aux enjeux sociétaux qui évoluent. On est dans une société vieillissante, on le sait, donc se poser des questions sur mieux concevoir par rapport à certaines sensibilités particulières, à certaines préférences par rapport au mode de socialisation ou au choix en fait qu'on offre aux gens dans l'environnement bâti, en fait dans la ville aussi, dans l'espace en général.
Tout à l'heure, Sonia expliquait dans le bâtiment les transitions, les espaces pour se retirer, donc des choix qui sont offerts comme ça aux gens. Quand on comprend des subtilités comme ça de l'expérience dans l'environnement, ben c'est bon non seulement pour les personnes autistes, mais pour toute personne qui veut avoir une très bonne expérience de l'espace. Donc, je dirais qu'il y a vraiment une convergence, puis qu'il faut apprendre des environnements neuro-inclusifs pour les généraliser comme environnement bâti pour tous. Merci. Maintenant, nous invitons les panélistes à répondre aux questions du public, si vous en avez, ne soyez pas gênés. Sinon, nous avons d'autres questions auxquelles tous, n'importe qui, n'importe quel d'entre vous est invité à répondre au choix. En anglais. Now we would like all panelists to feel free to respond to these open questions if and when they desire. If anyone in the audience would like to ask a question, please do not hesitate to just indicate that you would like to ask a question. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Voudrait poser une question? Oui. Bonjour. Je m'appelle Karine Vallée-Pouliot, je suis conseillère cadre au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Je fais partie de l'équipe qui planifie la reconstruction de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont dans quelques années. En janvier 2020, j'ai eu la chance de rencontrer Thomas pour parler de comment on allait adapter l'hôpital pour être sûr qu'on puisse répondre aux besoins de tout le monde. Par exemple, là, pour l'unité de pédiatrie, on est passé d'une chambre adaptée à toute l'unité. On s'est rendu compte que l'enfant n'allait pas circuler juste dans sa chambre, qu'il allait aller ailleurs. On s'est rendu compte aussi qu'on a probablement des employés qui font partie de la clientèle neurodiverse, puis on voulait être sûr que le milieu soit adapté pour eux. Dans les espaces qu'on a réussi à avoir, là, on veut une salle d'apaisement, une salle sensorielle. On veut être sûr que la chambre de l'enfant, ce soit une forteresse, un sanctuaire où ils ne se sentent pas menacés. Donc, on a aussi des salles de procédure où on pourra sortir de la chambre pour faire des procédures douloureuses. Je me demandais si dans vos travaux, vous avez déjà étudié les centres hospitaliers et comment on pouvait les adapter pour être sûr que ça réponde aux besoins et que si deux personnes, une neurotypique et une neuroatypique, sont hospitalisées pour la même raison, comment on peut ne pas pénaliser la personne qui est neuroatypique par l'environnement de l'hôpital? Grande question. Merci. Quelqu'un se sent d'y répondre? Je peux commencer. Alors, je n'ai pas travaillé directement sur des environnements comme vous décrivez. Par contre, il y a des projets qui sont en développement, par exemple à l'Institut universitaire en santé mentale. Par rapport à votre question précisément, je dirais que selon ma compréhension jusqu'ici d'une bonne conception pour la neurodiversité, une conception neuro-inclusive, si on conçoit bien pour une personne autiste ou une personne qui a des besoins très spécialisés, normalement, on va bien concevoir pour tous. Donc, c'est de partir finalement avec des critères qui sont plus précis, plus serrés. Et en fait, si on conçoit de cette manière-là, on offre plus de choix, des flexibilités par rapport aux ambiances, par rapport aux manières de s'installer dans l'espace. Donc, si on l'offre à tout le monde est gagnant. Tout le monde aime avoir ce genre d'expérience, plus de choix, des meilleures expériences sensorielles ou des possibilités d'adapter l'espace à ses propres besoins, non pas s'adapter soit à l'environnement bâti. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je compléterais en disant qu'il ne faut pas seulement passer au lieu où la personne est hébergée, mais aussi si elle doit se rendre à différents endroits dans le centre hospitalier ou pour obtenir des services, pour faire des examens, ça doit être aussi pensé dans une perspective plus inclusive. Et
en connexion, il y a tous les enjeux au niveau d'accès du soin, de la qualité du soin qui est inhérent à la bâtisse et vice-versa. Une bâtisse adéquate va permettre des soins plus adéquats. Donc, il faut aussi, je pense, le penser dans la perspective de la qualité de l'acte de soins et pas juste dans une perspective de besoin d'une clientèle concernée. Peut-être que j'ajouterais juste un petit élément, c'est on le fait de plus en plus, on appelle ça de la conception intégrée, c'est d'être vraiment, d'avoir des rencontres, les professionnels, les architectes, les designers, avec les jeunes, avec le personnel qui peut vraiment, on fait de la conception ensemble, on fait une chambre ensemble, on fait, puis à ce moment-là, on peut vraiment l'adapter le mieux possible. Je pense que plus on donne l'information et les outils aux concepteurs, et c'est là qu'on va être capable de répondre. Et je pense que plus ça va aller, plus tous les lieux, même les musées, les hôpitaux, tous les lieux vont devoir être adaptés pour avoir de l'inclusion et tout ça. Alors, je pense que ça va être un travail. La conception, c'est plus seulement l'architecte tout seul dans son bureau. Ça fait des années que c'est plus comme ça de toute façon, mais c'est de plus en plus de travailler en conception intégrée avec les utilisateurs et d'en connaître un peu plus. Oui, on a une autre question. Bonjour tout le monde, Mohamed Goul. Je vis entre l'Abitibi et Montréal. Merci pour la belle présentation. Avant de poser ma question, j'aimerais vous présenter un projet qui a été créé en Abitibi, qui s'appelle la Maison École des artistes autistes Le Monde, et avec un studio, avec une dizaine de chambres, avec un design assez particulier. Pour ceux qui sont curieux, je vous invite à aller sur Télé-Québec. Il y a un reportage et on s'associe beaucoup à la recherche. Je suis jeune étudiant, bébé chercheur, c'est comme ça que je me nomme. Je travaille avec Lucam et McGill et je suis aussi membre de l'organisme La Gang à Rambouillet qui est à Montréal. Et donc la question s'adresse à la Maison de l'Autisme parce que j'étais un petit peu titillé par l'idée de prêteur. Donc, savoir ce qu'on aimerait, ce concept. On a aussi une liste d'attente énorme et ce concept, on aimerait l'apporter à Montréal et pouvoir le développer. Donc voilà, merci beaucoup et au plaisir d'échanger. Excusez-moi, mais je n'ai pas compris la question. Vous pouvez me répéter la question, s'il vous plaît? Oui, vous disiez qu'il y avait d'autres sources de financement que les financements traditionnels. Et vous parlez de prêteurs, donc voilà, c'est dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a un réseau pour ça, ou c'est du bouche à oreille et des contacts? Donc oui, il y a plusieurs réseaux au Québec. Donc, soyez très, très fiers, tous Québécois ici aujourd'hui. Le Québec est reconnu au niveau mondial pour ce qui est l'économie sociale. Il y a des organismes, il y en a un qui s'appelle le Chantier, qui réunit tous les organismes qui sont dans ce monde de l'économie sociale. Et il y a aussi des gens qui sont spécialistes dans l'immobilier économie sociale. Donc, autour de ces gens-là, il va y avoir aussi des organismes financiers, des organismes qui sont peut-être moins connus que la Banque nationale ou la Caisse des Jardins, mais qui sont spécialisés dans ce monde qui ont des départements avec des équipes qui sont spécialisées pour financer les projets d'économie sociale. On peut en parler plus si vous voulez, je peux vous partager certains contacts, mais il existe cette espèce de monde parallèle à l'économie classique. Les gens de l'économie classique ne le connaissent pas du tout, c'est deux mondes qui ne se parlent pas du tout, il n'y a aucun échange. C'est assez surprenant ça, mais il existe bien. Et il y a des organismes qui les réunissent. Il y en a un qui le fait pour ce qui est de l'immobilier dans le social, il y en a un autre qui le fait plus généralement dans l'économie sociale. Cette question s'adresse à tous, celui qui veut y répondre. Pensez-vous qu'il manque certains acteurs de la société dans la discussion pour améliorer la situation de l'hébergement en autisme? On me donne le fardeau de la réponse. J'ai l'impression de mes companélistes. Rapidement, on peut parler facilement de l'inclusion des personnes autistes elles-mêmes, qui est une évidence. En ce même
dans plusieurs projets, c'est assez rare d'avoir plusieurs personnes autistes. La maison de l'autisme, malgré son nom, est peut-être une exception à la règle avec un conseil d'administration majoritaire et même pas très représentatif, mais majoritaire de personnes autistes. Mais on peut aussi penser rapidement au niveau politicien, que ce soit municipal, provincial ou fédéral, qui sont souvent perçus juste comme des sources de financement ou un prêt pour les projets, mais qui auraient beaucoup plus à s'impliquer dans différents projets si on veut favoriser une inclusion réelle en faisant une symbiose avec le systémique au niveau politique, social, économique, milieu des affaires. Et en extrapolation, on pourrait aussi inclure les organismes des entreprises comme les chambres de commerce ou d'autres organismes représentants l'entreprise privée. Oh, oui. Est-ce que vous avez une question ou une réponse? Oui, bonjour Mathieu. Dans ton introduction, tu as dit que tu ne pourrais jamais vivre seul. Alors, j'aimerais que tu me dises quel est ton principal défi. Belle Vidéotron, Hydro-Québec, Assurance. Bon. Blague à part, personne aime appeler une compagnie. C'est mon cas, mais en plus, j'ai les enjeux communs à plusieurs personnes autistes au niveau relations, communication, utilisation du téléphone. Mais c'est aussi plus que ça, vivre dans un milieu, c'est vivre avec d'autres personnes. Fait que j'ai des voisins. Je suis pas sûr qu'ils me trouvent très voisin. Il y a la notion de propriété en tant que telle. Par exemple, si tu as ta résidence, ben, il y a toutes les interactions et obligations sociales, autres que services, mais avec la ville, avec l'entretien, réparation de la maison. Et en appartement, tu as les relations avec ton propriétaire. Et dans certains types d'habitations, comme la coop, tu as les responsabilités d'implication. Donc, c'est vraiment plus mes limites au niveau social, relationnel, qui m'empêcheraient de vivre seul, sans service pour m'aider dans ces notions-là reliées à l'habitation. Et si tu avais le choix, est-ce que tu préférerais vivre avec des amis dans je ne sais pas, un petit appartement, ou tu préférerais avoir ton studio à toi seul? J'ai jamais réfléchi, donc j'ai pas une réponse rapide. Je dirais, je pense que je préférerais vivre dans un milieu plus communautaire, pas nécessairement partager un 3,5 ou un 4,5 avec quelqu'un d'autre, mais pas être dans ma maison unifamiliale, seule, sans relation, sans contact. Fait que je serais plus, je pense, du type coop, logements sociaux ou hébergement pour différentes clientèles. Là, je pense par exemple résidence d'étudiants, maison pour personnes âgées, un milieu d'accueil pour peut-être personnes immigrantes ou d'autres milieux comme ça en tant que tel. Là. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Je me présente, Joanne Morin, et j'aimerais, tiens, la question peut-être s'adresserait à Mme Bastien, mais peut-être aux autres aussi, parce que vous le vivez, vous avez 10 logements dans une résidence, la résidence Onsic, et quels sont les impacts
que vous avez vu que le construit bâti pour une clientèle avec des besoins, quel impact vous avez vu chez ces gens-là à travers les années? Ils sont tellement heureux. Oui. Sérieux, ils ne veulent pas partir de cette place-là. Il y en a qui disent, moi, ils ont 30 ans. Là. Ça varie entre 25 et 30 ans, là, les 10 personnes. Et puis, ils veulent toutes vieillir là jusqu'à la fin de leur jour. Alors, c'est sûr que l'environnement est quand même particulièrement chouette pour eux. Donc, avec des personnes âgées, c'est pas bruyant. Il y a personne qui fait des parties à n'en plus finir. Tout l'environnement est créé pour les accommoder, en fait, là, en termes de bruit, puis le social, les activités sociales. Ils ont c'est un milieu de vie, en fait. Et puis, ils sont heureux, ils se sentent autonomes, ils sont fiers, mais c'est certain qu'ils ont des outils. On ne les laisse pas toutes seules. Et puis, on leur donne, on a des ateliers d'initiation à la cuisine, mais eux, comme ils sont déjà en appartement, on sait qu'ils ont déjà une base, fait qu'ils ont des ateliers de cuisine collective juste pour ce groupe-là. Donc, c'est de la grosse production. Ils cuisinent, ils ont des repas. Puis, ils ont les 2 intervenantes sur place. Il y en a une qui est pour la vie associative. Il y en a une qui est pour leur plan d'intervention d'autonomie résidentielle. Fait qu'ils sont bien... ils ont un environnement, en fait, je dirais, presque parfait, là. Puis, l'épicerie est à même la bâtisse, il y a la pharmacie, tout l'environnement est superbe. Et quand on dit, tantôt vous disiez, favorise le développement de leur potentiel, est-ce que vous avez constaté ça? Excuse-moi? Un environnement dans lequel ils sont paisibles, ils se sentent en sécurité et tout ça, on dit que ça favorise le développement de leur plein potentiel. J'imagine qu'il y a sûrement de vos résidents qui, à un moment donné, ont été vers un travail, s'impliquer bénévolement et tout ça. En fait, on en a 7 sur 10 qui ont un emploi presque à temps plein, en fait, ou proche, là, au-dessus de 20-25 heures par semaine. Et l'intervenante va aussi les accompagner dans cette recherche-là. Soit des plateaux de travail, mais en fait, ils ne sont pas particulièrement intéressés par les plateaux de travail, mais ils veulent être autonomes. Mm-hmm. Donc, et puis développer des habiletés sociales aussi, les encourager, leur faire comprendre qu'est-ce qu'il y a dans les alentours, où est-ce que développer leur potentiel. Il y en a que ce sont des artistes. Il y en a un, entre autres, qui donne des cours de dessin à tous les résidents. Il y a une classe de dessin, puis c'est l'adulte, notre membre autiste, qui anime cette classe-là. Fait qu'on essaie d'exploiter les talents, les intérêts de chacun par le biais de l'intervenante qui va les guider vers les bonnes ressources, vers les bonnes places pour qu'ils puissent, exprimer tout ça. Merci. J'ajouterais une chose, c'est que tous les projets qu'on peut imaginer, ce n'est pas des projets immobiliers, c'est vraiment des projets sociaux. Et donc cette notion des 2 intervenantes dont on parlait, c'est ça qui fait la différence. Il peut être jaune, il peut être rouge, bon, ça peut avoir ses contraintes, tout ça, mais l'avant tout, c'est des gens qui connaissent, qui comprennent, que ce soit des intervenants qui sont formés de comprendre la question et la perspective de l'autiste, et ça a toutes ses particularités. Et donc, moi je parlais tout à l'heure en tant qu'entrepreneur de modèle économique, c'est une chose de résoudre la problématique de l'immobilier, mais il faut aussi pouvoir travailler avec l'écosystème pour ce qui est l'intervention. Et ça nécessite de la collaboration avec le CIUS en local, avec plein d'organisations. Malheureusement, la liste est sans fin, il y en a peut-être trop, mais c'est nécessaire. Il faut bien comprendre que c'est une notion interreliée. On pourrait offrir tous les services qu'on veut directement des personnes autistes dans un milieu pas adapté et ils ne progresseraient pas. L'influence du milieu adapté, c'est pas tant que ça développe mes capacités ou que ça m'amène à avoir de meilleures capacités, c'est que ça me permet d'être disponible pour
autre chose, dont des services d'accompagnement qui vont me faire progresser ou qui vont me faire développer des compétences. Si j'ai pas à me soucier de où je vais vivre, de qu'est-ce que je dois faire, de comment je vais confronter mes contraintes reliées à mon milieu de vie, c'est sûr que je vais pouvoir avoir de l'énergie pour aller travailler, je vais pouvoir avoir de l'énergie pour apprendre à cuisiner, faire mon lavage, je vais avoir de l'énergie pour autre chose. Et c'est là qu'il y a un impact important dans le milieu adapté. C'est pas tant de considérer que le milieu adapté donne de quoi, c'est qu'il permet l'ouverture de la personne à autre chose. Et le succès, donc, des autres interventions en parallèle. Nous allons prendre encore une ou deux questions, donc les dernières questions. Je vais vous en poser une. Je pense, peut-être pour rebondir sur ce que Mathieu disait aussi, oui, on ne veut pas une ghettoisation des personnes autistes dans un hébergement donné, mais quelque part aussi, il doit y avoir une volonté de connect, de relatedness, de vivre dans un environnement où les gens se comprennent. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de la place pour ces deux expériences-là et ces deux réalités, d'avoir un hébergement avec seulement ou une diversité, une neurodiversité de personnes, mais aussi d'autres hébergements plus mixtes, plus ouverts à d'autres, où on fait de l'intergénérationnel et ainsi de suite? Je vais assumer mon rôle et la pression de mes copanélistes. Oui, j'en ai un peu parlé dans mon laïus. À mon sens, on devrait beaucoup plus penser à des environnements qui répondent à une multitude de besoins, plutôt qu'à des besoins reliés à une étiquette. Et en ce sens-là, on va avoir une convergence de multiples personnalités, de multiples situations. Et même, à mon avis, on doit le penser dans une perspective d'une inclusion des personnes neurotypiques et ou sans handicap reconnu, parce qu'eux aussi profitent d'un environnement plus adapté. Et je veux dire, je connais pas beaucoup d'enfants qui n'aimeraient pas la cour d'école ici. Donc, pourquoi il n'y aurait pas d'enfants neurotypiques chez Giant Step? Bon, là, il y a d'autres limitations et d'autres enjeux administratifs, mais dans la réflexion, on ne devrait pas seulement dire faisons des milieux neurodivers, on devrait faire des milieux neuro-inclusifs au sens de tous. Et que la cohabitation peut se faire et que les besoins sont variés, même chez des personnes neurotypiques. C'est pour ça qu'il y a plein de modèles de résidence qui existent et plein d'environnements différents qui existent. C'est parce que les besoins sont variés avant même de parler de neurologie. Et on va retrouver des besoins similaires, peu importe les neurologies. Donc, je ne vois pas de limite, moi, à dire pourquoi on ne fait pas des environnements beaucoup plus inclusifs sur des besoins ou des désirs plutôt que sur des labels de situation sociale, situation d'âge, situation médicale, situation économique ou autre. Je vais continuer dans la même direction. Non seulement penser les lieux d'après des besoins communs, mais aussi la complémentarité. Donc, des personnes plus jeunes avec des personnes plus âgées, on peut s'entraider, etc. Donc, on peut vraiment voir comme ça comment on forme une communauté d'après nos particularités, nos différences. Donc, de viser davantage cette diversité que rester toujours dans des milieux spécialisés selon des besoins très, très pointus. Je vais vous poser une question en anglais maintenant. Vous pouvez répondre dans la langue de votre choix. Could you share a success story where inclusive design had a direct benefit on an individual's life? C'est un peu la traduction de l'autre question en français. On parle tous anglais sur le panel?
Donc, la question, je vais la traduire pour tout le monde, en fait. C'est est-ce qu'il y aurait des belles histoires à partager, des bons coups à partager? Est-ce que, si j'ai bien compris, n'est-ce pas, sur l'impact d'un environnement inclusif, adapté, que vous auriez à partager avec le public aujourd'hui? Je pourrais me permettre de parler de ce bâtiment-là. En fait, Sonia a mentionné brièvement, mais comme un exemple concret d'une réussite d'un design inclusif, d'une conception inclusive comme ce bâtiment-là, on avait une centaine d'élèves qui étaient prévus pour faire probablement le plus grand changement de leur vie, c'est-à-dire de déménager d'un autre bâtiment qui était un vieux bâtiment mal adapté, etc., pour venir dans un autre contexte où tout allait changer. Donc, toute la technologie, ça a changé, l'environnement, ça a changé, les équipements, ça a changé, tout. Et on sait que, bon, pour plusieurs de nos élèves, le changement, ça reste un défi souvent. Arrivé ici, le premier jour de l'école, aucune crise, aucune réaction au changement. Bon, on a fait notre travail aussi de préparer les jeunes avant. On a créé des scénarios sociaux, on a décrit le changement. Mais il reste que moi, je crois, le bâtiment même, l'expérience du bâtiment même a eu un impact majeur sur la gestion de ce changement pour nos élèves. Donc, je pense que c'est un exemple concret. Merci. J'avais dit dernière, mais ça va vraiment être la dernière. On est dans l'ère du AI, de l'intelligence artificielle, plus globalement des nouvelles technologies. Donc, quelle est la place des nouvelles technologies dans l'amélioration de l'autonomie des personnes autistes? Avez-vous une opinion? Oui. Quelle est la place des nouvelles technologies dans l'amélioration de l'autonomie des personnes autistes, si on parle d'inclusion plus globalement? On est, à notre bureau, on est en train de regarder comment toute l'intelligence peut nous aider à concevoir, puis à créer des zones qui seraient peut-être inconfortables, comment on peut l'adresser. C'est tout un nouvel univers qu'on est en train d'analyser. C'est super intéressant parce que ça peut être le contrôle de la lumière, le son. Il y a quelque chose de riche là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup d'études à faire. C'est le début. Mais moi, je pense que ça peut seulement nous servir à avoir des lieux encore plus confortables. Tout à l'heure, on parlait d'éclairage. C'est des éléments qui peuvent créer de grands malaises et c'est tellement plus facile à le régler avec ces systèmes-là. Il faut juste les connaître puis être capable de les adapter. Mais pour moi, c'est une grande richesse qui s'en vient. Il faut que ça soit bien utilisé. Ce n'est pas que ça. Je pense qu'un lieu, on l'aime parce que le quartier, l'animation, les gens, le lieu, c'est tout. C'est pas seulement le bâtiment, mais ça peut vraiment nous aider à rendre seulement la vie encore meilleure et les lieux encore plus agréables. Moi, j'y crois. Merci. OK, on va prendre une... Il est là? Tous les panélistes ont répondu. D'accord, mais je pense qu'on va, s'il vous plaît, rejoignez-moi à vraiment remercier chaleureusement nos panélistes qui ont fait un super travail pour présenter leurs perspectives. Et vraiment, on a eu des clins d'œil différents, un peu sur le même sujet. Donc, merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui. Je vous invite, si vous avez quelques minutes, sur certaines des tables, il y a un code QR qui vous amène vers un sondage d'évaluation. Laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'événement. On apprend, on aime s'améliorer. Ça nous aide énormément. Je vous invite, s'il y a des personnes qui aimeraient... Est-ce qu'il y a des personnes ici qui aimeraient visiter l'école? Donc, je vous invite à vous rendre à l'entrée principale, à la base du magnifique escalier, dans environ 5 minutes. Il y a donc en groupe, il y aurait quelqu'un qui vous accompagnerait pour aller visiter un petit peu les lieux. Ça prendrait environ 30 à 40 minutes, là, juste pour faire la visite au complet.
Nous, on est ici jusqu'à 6 heures, donc venez, allez voir les magnifiques maquettes que les étudiants de Virginie-Lassalle ont créées. Servez-vous, venez manger, venez échanger. On est là pour vraiment converser autour du sujet. J'inviterai les panélistes à rester, ça ne leur dérange pas de rester quelques minutes sur la scène juste pour... Ça ne dérange pas. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? D'accord. Bien, j'en profite vraiment de la part du RTSA, de Giant Steps, de l'École à pas de géant, du comité d'engagement auprès de la communauté, de vraiment vous remercier d'être venu un samedi après-midi, venir nous rencontrer, venir écouter toutes ces belles histoires et ces beaux et continuez à venir nous suivre sur nos médias sociaux, sur notre site web pour rester à l'affût de nos événements. Merci à tous.